Bonjour, merci d'être venu donc à ma conférence autour d'Augustin Pyramus de Candolle, une passion à jardin. Moi-même je suis des conservatoires et jardins botaniques de la ville de Genève. Et ma conférence porte sur le botaniste Augustin Pyramus de Candolle dans le cadre du bicentenaire de la création du jardin botanique de Genève que nous avons fêté donc l'année passée pour fêter les 200 ans de création, autour de ce personnage dont vous voyez ici le portrait, Augustin Pyramus de Candolle 1778-1841, le jardin botanique des Bastions créé par Candolle en 1817. Aujourd'hui à Genève il est dans un autre endroit, il a déménagé en 1904, mais la création est dans le parc des Bastions. Et nous avons fait aussi un livre aux éditions Fabre, une coédition CJBG qui porte donc le titre de la conférence. Et ce personnage, Augustin Pyramus de Candolle, ici vous voyez une série de portraits chronologiques, d'ailleurs tous les portraits, voire aussi tous les extraits de citations, vous les retrouverez dans le livre, vous les trouverez aussi dans le cadre d'une exposition aujourd'hui qui tient lieu jusqu'à fin 2018. Ce personnage de Candolle, ici vous le voyez à 14 ans, à 25 ans, à 35 ans, à 61 ans. C'est un personnage très intéressant sur lequel on n'avait jamais eu de rétrospective d'exposition ou de livre. C'est un des plus grands botanistes dont la vie couvre la fin des Lumières et le début donc, du 19e siècle. Et c'est un personnage particulièrement intéressant parce qu'il est à la fois lié au 18e par les thématiques de ses recherches, et à la fois il préfigure un peu le savant citoyen du 19e siècle, c'est-à-dire un savant impliqué dans la vie sociale, politique, culturelle de Genève du 19e siècle. Et à ce titre d'ailleurs j'aime à le comparer à un Louis Pasteur qui va vraiment œuvrer aussi au niveau de la vie sociale. Donc c'est vraiment un personnage pour ça intéressant. Et Candolle donc a laissé une œuvre écrite colossale, un herbier d'une grande valeur. Nous allons d'ailleurs voir avec la diapo suivante qu'il y a un héritage. On peut parler d'ailleurs d'un héritage de la dynastie des Candolle parce qu'ils seront 4 à se succéder. Augustin Pyramus suivi par Alphonse, suivi par Casimir, jusqu'à Augustin de Candolle début XXe siècle, qui vont laisser une œuvre considérable, donc d'une bibliothèque avec une bibliothèque, la bibliothèque des Candolle, qui va être léguée au Conservatoire et Jardin Botanique, donc à la ville de Genève, au début XXe siècle. Ici, vous voyez donc la bibliothèque des Candolle avec une photo tirée à votre gauche, la bibliothèque dans la maison qui appartient toujours d'ailleurs au Candolle à la cour Saint-Pierre, une bibliothèque, donc une photo début 20e, et aujourd'hui qui se trouve donc dans les travées de la bibliothèque du Jardin Botanique. Et de la part de Candolle père, comme je vais le surnommer au cours de cette conférence, il a laissé, donc il y a environ 300 écrits publiés, donc on peut dire que c'est vraiment une œuvre assez colossale. Alphonse aussi va laisser des choses très importantes, mais il est vrai qu'Augustin Pyramus est quand même le premier de la dynastie et peut-être le plus important des 4. Vous avez aussi beaucoup de manuscrits, tout ça, ça a été légué au jardin botanique au début 20e par la femme du dernier descendant des Candolle, une centaine de manuscrits et 6000 lettres reçues. Donc c'est pour vous montrer l'importance aussi de la correspondance, sur lequel d'ailleurs je suis en train de faire un inventaire. Vous voyez par exemple il y a des prestigieux épistoliers qui vont écrire à Augustin Pyramus. Ici il y a un très beau billet de Balzac à Candolle qui se trouve. Il y a une partie qui se trouve quand même dans les collections de Candolle. Donc une grande partie se trouve au Jardin Botanique, dans les archives du Conservatoire et Jardin Botanique, mais il y a une partie qui est restée en main des Candolle, et notamment la correspondance. Vous avez aussi un riche fonds iconographique, quelques 2000 dessins remarquables qui ne sont pas faits directement par Augustin Pyramus, mais que Candolle a dirigé, des dessins autour des plantes. Et d'ailleurs j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y aura aussi une exposition entre le 30 août et 30 septembre au Bain des Paquis autour de l'épisode de la Flore des Dames. C'est une série de dessins qui vont être recopiés par Candolle. Enfin, Candolle va les faire recopier, et c'est des très beaux dessins autour de la flore du Mexique. Voilà. Et enfin, un herbier, un herbier colossal, environ 400 000 spécimens. Quand il est donné en 1921 à la ville de Genève
au jardin botanique. C'est un herbier colossal, donc débuté par Augustin Pyramus, puis continué par Alphonse, Casimir et Augustin. Et vous voyez ici de nouveau une photo de l'herbier conservé donc dans la cour Saint-Pierre, hein, dans la maison de la cour Saint-Pierre, qui appartient au Candolle, et aujourd'hui dans les Traveilles du jardin botanique. Et ce qui est intéressant avec cet herbier, c'est qu'il y a beaucoup de spécimens types. Je vous rappelle que tous les noms botaniques, de même que tous les noms zoologiques, sont toujours associés à un type, à un spécimen biologique, qu'il soit animal ou végétal, conservé dans une collection muséale. Et tout le travail aujourd'hui, quand vous refaites des descriptions de nouvelles espèces ou des traitements de taxonomie, de classification des plantes, il va falloir reconsulter ces spécimens types pour les comparer avec les nouvelles espèces. Donc c'est évidemment, plus un herbier est ancien, plus il a de ces spécimens types. Et ce qui est intéressant avec Genève, c'est qu'aujourd'hui Genève est une des métropoles les plus importantes au niveau du nombre d'herbiers. Nous avons environ 6 millions de spécimens d'herbiers dans les caves des conservatoires et jardins botaniques. C'est intéressant parce que par rapport aux grandes métropoles, Paris, Kew, Berlin, on est dans le top 10 pour une ville qui n'est pas très, très importante, de Genève, hein, qui n'est quand même pas une métropole. Mais c'est pour vous montrer l'importance de Genève dans le monde botanique au niveau des collections. Et dernier point sur l'héritage, hein, puisque je l'ai assorti en 5 points, c'est le jardin botanique des Bastions, fondé donc en 1817. Ici vous voyez une très belle représentation du jardin botanique avec l'orangerie Les Serres qui ont été remplacées donc en 1907 par cet affreux mur des réformateurs, je n'ose pas le dire, et le palais Hénard. Donc vous voyez, très belle vue donc, de ce jardin avec le bassin. Ce bassin aujourd'hui que vous pouvez admirer dans la cour du musée d'art et d'histoire à Genève, qui a été repris. Et devant, vous voyez l'école botanique, c'est-à-dire qui représentait à l'époque les plantes selon la classification de Candolle. Et je vous ai mis une très belle citation aussi de Candolle qui écrit, nous sommes le 5 mars 1817, à son collègue Deleuze qui est à Paris: on commence la fondation d'un jardin botanique qui sera mon ouvrage et de la création desquels je serai l'unique cause. Donc on voit ce jardin botanique, cette création faite par Candolle. Alors, pour reprendre le personnage d'Augustin Pyramus, j'aime à le présenter d'abord un personnage qui a toujours rêvé en fait d'être écrivain. Donc il a une très belle prose, il a des très belles écritures qu'on retrouve soit dans sa correspondance inédite, soit donc dans ses écrits, notamment dans son autobiographie, Les Mémoires et les Souvenirs. Et on voit par ces quelques citations que je vous mets dans ce PowerPoint, qu'on voit que jeune homme, hein, il est né en 1778, là il a 23 ans, nous sommes le 5 avril 1801, il écrit déjà à son père: je connais 3 passions indispensables à l'homme qui se destine à avancer les sciences, la plus importante est la curiosité mobile des découvertes, la seconde est l'amour de la gloire. Et je crois même que l'entêtement n'est point inutile. Ou bien cette autre phrase: j'aurais rempli ma tâche vis-à-vis de la société si j'ai servi à propager les lumières et à découvrir quelques vérités. Donc tout ça pour vous montrer un personnage qui, dès ses 20 ans, se sent investi de laisser une œuvre derrière lui, de vouloir faire quelque chose. Alors ça peut paraître présomptueux du personnage, hein, mais c'est intéressant pour pouvoir déjà le situer dès qu'il est jeune. En haut, vous voyez 2 portraits très célèbre, hein, le portrait de Hornung à 61, donc il est à la fin de sa vie, hein, Candolle donc vers 61 ans, 2 ans plus tard il va mourir, et puis à gauche une copie qu'on trouve au musée de Montpellier, puisque nous allons le voir dans cette première partie autour de la vie de Candolle. Candolle a un parcours de nomade, et c'est ça qui est intéressant. Et quand Candolle va être reconnu de son vivant comme après sa mort. Là, nous avons aussi une très belle citation d'Henriette Rath, donc l'artiste genevoise bien connue, à l'origine donc du musée Rath de Genève. Henriette, en fait, lui écrit: nous sommes le 28 août 1801, Candolle a 23 ans. Elle lui écrit: votre amour de la gloire et du savoir est plus fort qu'aucun autre, et s'il l'est dans ce moment, que sera-ce dans la suite? Donc déjà, pour montrer déjà qu'elle connaît ce personnage qui est ambitieux. Et en fait, c'est très rigolo de manière anecdote, parce qu'en fait, elle s'inquiète par rapport à sa femme, parce qu'en 1801, Candolle épouse Fanny Thoras, et Fanny Thoras est une bonne amie de Henriette Rath, et Henriette Rath en fait se fait du souci pour son amie par rapport au mariage, lui dire: attention,
attention Augustin Pyramus, je sais que tu es très ambitieux, mais j'aimerais pas que mon amie soit malheureuse dans le mariage. Et puis, autre partie, je vous ai mis aussi en 1841, déjà pour vous situer l'envergure du personnage, les hommages affluent en 1841, que ce soit de la part des Allemands, hein, Martius, puisque au niveau de l'histoire de la botanique, on peut vraiment, bon c'est peut-être un peu schématique, mais c'est je pense assez réaliste, jusqu'à la chute de Napoléon en 1815, on peut dire que c'est la France qui domine l'histoire naturelle, dont la botanique avec la question des écrits. C'est vraiment la France qui est leader dans le domaine. Et après la chute de Napoléon, je pense qu'on peut donner la part à l'Allemagne avec tout le 19e siècle, avec d'immenses botanistes qui vont faire la conquête, l'expédition au Brésil, dont Martius, hein, qui écrit sur Candolle Es unterlich keine Zweifel, Candolle war der Linné unser Tag. Candolle a été le Linné de notre temps. Et on peut dire d'ailleurs, pour anecdote, que aujourd'hui, l'herbier de Berlin serait sans doute le premier herbier avec le plus grand nombre de spécimens d'herbiers s'il n'avait pas été détruit en 1944. Aujourd'hui, c'est Paris qui est le premier herbier le plus riche au monde, mais pour vous montrer l'envergure de l'Allemagne au 19e, qui, à mon avis, domine un petit peu le monde botanique par ses explorations, par ses savants. Et puis il y a aussi donc Hooker qui écrit aussi, qui met en avant justement Augustin Pyramus de Candolle, et Asa Gray qui est un botaniste américain par rapport à situer. Et puis aujourd'hui encore, les historiens donc, de la botanique, hein, reconnaissent à Candolle vraiment une œuvre importante et vraiment un personnage important. Stevens qui dit, ça a été donc vraiment un des plus grands systématiciens zoologiques et botaniques. Et ce qui est intéressant, c'est que Stevens le met en comparaison avec un Georges Cuvier, parce que on peut comparer les deux hommes dans la mesure où Cuvier et Candolle sont vraiment comparables. Les deux hommes vont laisser une œuvre théorique importante autour de leur œuvre. Donc Cuvier est fondateur de l'anatomie comparée et Candolle, nous allons voir, va refonder les concepts théoriques de la botanique. Et d'un autre côté, il laisse des inventaires. Cuvier est particulièrement connu pour les inventaires de poissons avec Valenciennes, et Candolle va laisser justement l'herbier, cet herbier colossal, complété par ses fils qui aujourd'hui au Jardin botanique. Et Jean-Marc Drouin, qui est un des meilleurs historiens autour des Candolle, hein, historien français, avec qui j'ai la chance de collaborer, écrit cette très très belle phrase: par le tournant théorique qu'elle représente, comme par son ampleur, son œuvre constitue un monument. Alors, pour maintenant parler un petit peu de la vie de Candolle, on a plusieurs sources. La première source, c'est une autobiographie que nous avons éditée justement avec Jean-Marc Drouin, Jean-Daniel Cando, René Sigrist en 2004, en fait qui se base sur le manuscrit autographe de la famille. Parce qu'en 1862, Alphonse de Candolle, le fils donc d'Augustin Pyramus, avait édité sur la base du manuscrit autographe une version des Mémoires et Souvenirs où Augustin Pyramus de Candolle relate son existence et sa vie. Le problème, c'est qu'Alphonse avait coupé plusieurs passages, voulant laisser une image de son père, comme on le voyait au XIXe siècle. Il est vrai qu'Augustin Pyramus, c'est déjà quelqu'un qui aime bien la société, notamment la société des femmes, hein, c'est quelqu'un d'assez mondain, et d'autre part qui est très agnostique, hein, qui remet en question donc, les idées religieuses. Et Alphonse, choqué par ça, avait coupé ces passages, des sentiments anti-religieux ou des réunions un peu mondaines, pour laisser une image de son père très austère, très à la 19e siècle. Donc c'est pour ça qu'en 2004 nous avons rétabli. Et cette autobiographie, elle est intéressante parce que, comme le marque Jean-Marc, c'est vrai qu'elle offre des matériaux à foison pour une histoire sociale des sciences. On y entend vivre et travailler un botaniste. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, en matière d'histoire des sciences, on essaye de faire aussi une histoire sociale des sciences. C'est-à-dire que on ne voit plus le savant seul dans sa tour d'ivoire en train de faire ses écrits. Un savant, il a une vie privée, il a une vie sociale, il a une vie politique, enfin une vie, éventuellement politique, une vie scientifique, et tout ça, ça a une influence sur son activité scientifique. Donc l'idée de cette autobiographie, elle est très intéressante parce qu'elle donne justement, comme le dit Jean-Marc, des matériaux pour une histoire sociale des sciences. Et Jean-Marc écrit aussi cette très belle phrase autour de l'autobiographie, dans l'introduction qui précède donc le texte lui-même.
Cette autobiographie restitue l'élaboration de son œuvre de manière reconstruite, certes, mais infiniment vivant, tant la passion du savoir s'y mêle au goût de la vie. Et j'ai repris cette phrase à Jean-Marc Drouin, la passion du savoir, parce que pour le thème de l'exposition qu'on a menée, parce que je pense qu'elle illustre vraiment ce personnage d'Augustin Pyramus de Candolle, passionné, une espèce de figure pré-romantique, mais passionné par son œuvre, de laisser une œuvre, et à la fois aimant la vie par ses rapports sociaux, ses contacts, on le voit rencontrer plein de monde. Et c'est vrai que c'est un personnage absolument fascinant qui se dégage de cette autobiographie. Et il y a aussi la correspondance, une correspondance qui nous donne des éléments autour de la vie de Candolle. Alphonse de Candolle qui va s'occuper des archives de son père, les trier, les ranger, écrit déjà en 1862, mon père avait une correspondance très étendue, il écrivait pour obtenir des plans, des livres, pour affaires administratives ou autres, et aujourd'hui, donc moi je suis en train de travailler à cet inventaire, hein. J'ai recensé environ 5800 lettres reçues de 1280 correspondants, donc c'est vraiment une correspondance importante où il n'y a jamais eu d'inventaire, donc c'est ma tâche, une des tâches de recherche que je fais au Jardin botanique, et qui est très importante parce qu'elle est très intéressante parce qu'elle apporte du matériel autour de l'œuvre et de la vie de Candolle. Alors, Candolle, je vous ai dit tout à l'heure, j'aime m'attarder un peu sur la vie parce que c'est une vie vraiment rigolote et particulièrement impressionnante, puisqu'il a un début qui commence à Genève, où il a ses années de formation, nous allons voir un peu en détail, 1778-1798. De Genève, il part à Paris. Genève, en 1798, se fait annexer par le Directoire, hein, par les Français, et Candolle en profite pour aller à Paris. C'est une étape capitale pour sa formation intellectuelle, et là, donc, il va travailler avec les plus grands savants jusqu'en 1808, où là, il a une période de 8 ans à Montpellier, où il devient professeur de botanique et s'occupe du Jardin des Plantes, du Jardin des Plantes de Montpellier, un des jardins les plus anciens de France, qui a été fondé par Henri IV. Et enfin, c'est un retour à la chute de Napoléon, nous allons voir, à Genève, et c'est là où il a cette vie très importante, où il fonde plusieurs institutions, il est nommé professeur d'histoire naturelle à l'université, et c'est là où il va continuer son œuvre, son herbier, son œuvre du prodrome, qui est donc l'inventaire de toutes les espèces végétales vivantes. Alors, si on prend déjà la première partie, c'est 20 ans où il est jeune, il naît dans une Genève indépendante, hein, c'est important, hein, Genève n'est pas encore suisse, hein, je vous rappelle, elle s'associera à la Confédération uniquement après la chute de Napoléon, donc en 1815. Et on le voit, donc un garçon très jeune, hein, il écrit dans ses mémoires souvenirs, féru de belles lettres, hein, il fait des vers, je continue à faire des vers, je lisais des livres d'histoire, et aussi qui s'intéresse à la botanique. Donc dès ses 16 ans, il s'initie aux sciences végétales avec le pharmacien Henri-Albert Gosse et le pasteur Jean-Pierre-Étienne Vaucher. Alors Gosse, c'est un amateur, c'est quelqu'un qui est très important pour la botanique, il est fondateur de la Société de physique et d'histoire naturelle, hein, qui est une des premières sociétés savantes de Suisse et aujourd'hui qui est toujours active de Genève. Et donc on voit ce jeune Candolle s'initier à la botanique avec son frère, Jacob-Michel de Candolle, dont vous voyez le portrait en haut à gauche. Et Jacob-Michel de Candolle, c'est marrant, parce que c'est le fondateur de la Banque Pictet, en fait. Les deux frères donc, font de la botanique avec, vous voyez, des portraits de Gosse et Vaucher. Et ce qui est intéressant aussi à l'époque, c'est qu'il faut savoir que Genève, tout le XVIIIe siècle, avec des grands savants comme Charles Bonnet, Jean Senneville, a plutôt développé en matière de botanique plutôt le côté expérimental, tout ce qui a trait à la physiologie, c'est-à-dire pas tellement de faire des inventaires ou des herbiers du monde végétal, mais plutôt à quoi servent les racines, les tiges, les feuilles et les fleurs. Et ce côté est très fortement développé à Genève, il fait partie du mot botanique, hein, donc il faut se rendre compte que le mot botanique a changé de sens entre le 18e et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui un botanique c'est quelqu'un, on le voit, qui fait des inventaires, c'est pas un physiologiste végétal, hein, qui fait des expérimentations autour du rôle des racines, des feuilles, de la photosynthèse. Et on peut dire que en fait Candolle fait des herborisations, mais rapidement est frustré par l'enseignement. Et d'ailleurs ici vous voyez en bas qu'il y avait déjà un premier jardin botanique
voyez donc derrière le Palais Nard, à côté du Palais Nard, sur l'esplanade, quand vous regardez le Palais Nard avec le Jardin des Bastions derrière, à votre gauche, il y a une esplanade qui a été coupée par la rue Saint-Léger. Ici, vous voyez donc le plan. Et sur cette esplanade, il y a la Fête de la musique qui produit des concerts. Il y avait un premier jardin botanique fondé en 1794 par la Société de physique et d'histoire naturelle. Donc avant le jardin, donc c'est un petit jardin semi-public. Et là, Candolle suit des cours de botanique avec Jean-Pierre-Étienne Vaucher, qui est donc un savant genevois, et aussi Gosse. Et c'est intéressant parce que ça va marquer la vie de Candolle. En 1795, Candolle donc est tout jeune, il a donc 17 ans. Il fait une rencontre avec le célèbre Horace Bénigne de Saussure, et cette rencontre va vraiment le marquer à vie. Saussure, donc je ne présente pas Horace Bénigne Saussure, un autre célèbre genevois qui a fait la conquête du Mont Blanc, qui est auréolé de gloire, qui va mourir d'ailleurs en 1799. Donc Candolle décrit cette rencontre avec le vieux Saussure proche de la paralysie. Et ce qui est rigolo, et je vous ai remis la citation et l'extrait des Mémoires et souvenirs, il rencontre Saussure, et Saussure en fait le dégoûte de faire de la botanique. Donc Candolle lui dit, moi j'ai envie de faire de la botanique, inventorier, faire un herbier. Et Saussure lui dit, très âgé, écoutez monsieur de Candolle, tout ça c'est bien joli, mais faites une carrière sérieuse, faites de la physique, de la médecine, de l'astronomie, mais la botanique c'est uniquement du délassement. Et c'est très intéressant cette remarque, parce qu'elle va marquer Candolle, dans la mesure où Candolle va se dire, il faut vraiment aussi que je puisse développer une œuvre théorique pour asseoir les fondements scientifiques de la botanique. Parce que à l'époque, la botanique, on est un peu dans le sillage de Jean-Jacques Rousseau. La botanique est un peu vue comme une étude de délassement. Et quand on reprend d'ailleurs les écrits de Jean-Jacques Rousseau, les rêveries du promeneur solitaire, Rousseau le dit, la botanique est l'étude d'un oisif et paresseux solitaire. Sitôt qu'on ne veut apprendre que pour instruire, qu'on herborise que pour devenir auteur ou professeur, tout ce doux charme s'évanouit. Et c'est pour vous montrer, c'est très intéressant je trouve cette anecdote, parce qu'elle montre aussi le statut en fait à l'époque de la botanique comparé à d'autres sciences dans les académies, physique, astronomie, voire médecine, notamment la question de la prédictabilité. Et Candolle va revenir sur cette question parce que pour lui, la prédictabilité fait partie de la propriété d'une véritable science. Et Candolle l'exprime, il le dira plus tard donc dans un écrit autour des bases théoriques donc de la botanique. Pour lui, une science est l'art de deviner ou de prédire. La preuve la moins équivoque des progrès d'une science est qu'elle puisse déterminer davantage le résultat d'expériences qui n'ont pas encore été faites. Ainsi, le calcul d'une éclipse, le plan d'une machine et le pronostic d'une maladie sont autant de prédictions qui montrent que l'astronomie, la physique, la médecine sont des véritables sciences. Et cette prédictabilité, Candolle va vouloir l'insuffler justement à la botanique pour toute sa vie. Ça va vraiment traverser l'œuvre candolienne pour la constituer en une véritable discipline scientifique. Et je prends l'exemple de la zoologie. Il va être fasciné à cet égard par son ami Georges Cuvier qu'il va rencontrer à Paris. Georges Cuvier qui est à l'origine donc de la fondation de l'anatomie comparée. Et Georges Cuvier était extrêmement reconnu dans ses auditoires parce que par sa théorie qu'il avait développée en zoologie autour de la corrélation des organes, il montrait un bassin et il pouvait reconstituer un animal. Et en fait, Florence, qui va faire l'éloge historique de Cuvier, va revenir là-dessus et écrit cette très belle phrase. Toutes les parties, tous les organes se déduisent donc les uns des autres, et telle est l'infaillibilité de cette déduction qu'on a vu souvent monsieur Cuvier reconnaître un animal par un seul os, par une seule facette d'os, qu'on l'a vu déterminer des gens, des espèces inconnues, reconstruisant ainsi l'animal entier d'après une seule de ses parties et le faisant renaître comme à volonté de chacune d'elles. Et cette prédictabilité que Cuvier va insuffler à la zoologie, Candolle va vouloir faire de même pour la botanique, pour en faire, la constituer en une véritable science. Ici vous avez un très beau
portrait du Cuvier dans son auditoire avec les savants qui reconstituent, et Cuvier était vraiment célèbre, fascinait un auditoire en montrant un bassin, un os, et en disant si vous avez un os, vous avez ça, par une prédictabilité, il pouvait reconstruire un animal entier. Et d'ailleurs, pour anecdote, ça va fasciner un petit peu aussi les gens du 19e siècle. Nous avons Conan Doyle avec son personnage de Sherlock Holmes dans Les 5 pépins d'orange qui cite lui-même Cuvier. Conan Doyle écrit par la voix de Sherlock Holmes: le logicien idéal devrait être capable, quand on lui a montré une seule fois un fait particulier sous tous ses aspects, de déduire de celui-ci non seulement toute la succession d'événements qui a mené, mais aussi toutes les conséquences qui en découleront, à l'instar de Cuvier qui pouvait donner une description exacte d'un animal complet à partir d'un seul os. Donc vous avez là quelque chose qui va fasciner en fait le 19e, et Candolle va être fasciné par cette question, et toute son œuvre, il va vouloir dans son œuvre théorique insuffler ça à la botanique pour vraiment la constituer en une véritable discipline scientifique à l'égal de l'astronomie, de la physique, de la médecine, avec ce concept de prédictabilité. Alors je reviens un peu plus factuellement à la vie. Nous sommes en 1798. La menace française, l'annexion de Genève, donc effective en avril 1798. Ici, vous voyez en bas l'occupation de Genève par les troupes françaises le 15 avril 1798. Très belle iconographie que j'ai retirée du centre d'iconographie de Genève, qu'on a tiré du livre avec mes collègues, Pierre Maty et Martin Calmander. Vous voyez l'hôtel de ville, l'annexion, et Candolle se dit, je vais aller étudier la médecine, donc je vais me donner une double chance à Paris, donc monter à Paris. Paris, à l'époque, c'est vraiment la grande capitale pour l'histoire naturelle, et donc ses parents l'envoient en formation à Paris. Et Candolle se dit, j'ai une double opportunité, soit je vais m'inscrire en médecine, je fais de la médecine, soit je vais faire de l'histoire naturelle. C'est l'occasion pour lui de partir pour deux raisons. D'une part, à cause de l'annexion française, et il faut savoir que le père d'Augustin Pyramus avait été envoyé aussi depuis la Révolution genevoise en 1793 à Yverdon, s'était exilé. Donc en fait Candolle est un peu seul à Genève avec son frère, et du coup donc de partir à Paris, c'est une opportunité pour lui. Et puis d'autre part, comme je vous l'ai dit, Genève, cette botanique que Candolle apprécie, a envie de faire, cette botanique, ces herborisations, cet herbier, tout ce travail autour du monde végétal, il ne trouve pas l'enseignement à Genève, puisque Genève avait développé plutôt cette partie de la botanique qu'on appelait à l'époque physique des plantes ou physiologie végétale. Et du coup Candolle le dit dans ses mémoires souvenirs, à Genève on apprend que le nom des organes des plantes, je suis extrêmement frustré, et c'est pour ça donc qu'il a l'occasion de partir à Paris. Et donc c'est cette période parisienne, 1798-1808, sur 10 ans, et c'est peut-être la chance de sa vie de se former auprès des grands savants. Donc rapidement, première citation et extrait des mémoires souvenirs, il s'inscrit à l'élève d'école santé, mais en fait la vue des malades lui inspire une tristesse si profonde, et je me sentais si peu de goût, écrit-il, pour la pratique de la médecine, que je n'étais pas fort assidu, qu'il abandonne. Il abandonne la médecine pour se consacrer à l'histoire naturelle, suivre des cours, et là il le décrit, il va faire de la botanique au Jardin des Plantes à Paris. Il retrouve là les études de son choix, un véritable bonheur. Je suivais tous les cours avec passion, la zoologie enseignée par la CEPED de Lamarck et Cuvier, la minéralogie par Rouille. J'allais à l'école botanique, j'examinais les plantes, je les décrivais. Et je passais souvent ainsi la journée entière, assis sur un arrosoir, à prendre des notes sur tout ce qui frappait mon attention. D'ailleurs, il est connu là-bas comme le jeune homme à l'arrosoir. On l'appelle là-bas parce qu'il s'assoit sur ton arrosoir et l'écrit. Donc voilà, fasciné par l'identification, la description des plantes. En parallèle, il se livre à une grande occupation de sous-populaire avec son ami Benjamin Delessert. Benjamin Delessert, qui est donc un philanthrope, donc on le voit aussi œuvrer dans la distribution des sous-populaires, dans une activité philanthropique. Alors, Benjamin Delessert, dont vous avez ici le beau portrait, c'est rigolo, parce que Benjamin Delessert, c'est le fils de la correspondante de Jean-Jacques Rousseau, Madeleine Delessert, qui est à l'origine des lettres élémentaires de la botanique, célèbre écrit de Rousseau, où Rousseau enseigne pour la fille de Madeleine, Madelon, la botanique. Et Benjamin Delessert, donc, est quelqu'un, va être un industriel, il va faire fortune dans la betterave à sucre, et c'est quelqu'un
qui est extrêmement riche et qui va acheter des herbiers au 19e siècle et aussi une superbe bibliothèque botanique. Et par les hasards de l'histoire, en 1869, les descendantes de Benjamin Delessert vont léguer l'herbier Delessert à Genève et la bibliothèque botanique à l'Institut de France. Et aujourd'hui, ce legs de Benjamin Delessert va faire que Genève va se retrouver au top 10. C'est un immense herbier qui est aujourd'hui le cœur des herbiers des conservatoires botaniques et qui fait que Genève, par la taille de ses herbiers, est dans le top 10 des herbiers du monde. Et alors on le voit justement avec cet ami Benjamin Delessert discuter botanique, et même Candolle incite Delessert à acheter des herbiers. Donc on voit une relation extrêmement forte entre les deux hommes, et à la fois aussi une sociabilité à Paris extrêmement importante. Et d'ailleurs, dans sa correspondance, qui est charmante à lire avec ses parents, il vient d'arriver, nous sommes en juin 1798, admirer la prose, il écrit à sa mère: vous voyez que me voilà maintenant en relation avec tous les botanistes de Paris, jusqu'à présent je n'ai plus qu'à travailler. Et il rencontre tous ces personnages, René Desfontaines, aujourd'hui un petit peu oublié, mais en fait qui est un immense savant, qui fait une découverte fondamentale à l'époque, qui montre que dans le groupe des plantes des monocotylédones et dicotylédones, la structure est différente. Et en fait, il met en évidence deux grandes classes de végétaux par la structure interne. Et Candolle d'ailleurs rapporte donc autour de ces botanistes des propos. Desfontaines, le meilleur botaniste et physiologiste de Paris, sa conversation est intéressante. Il parle aussi de Jean-Baptiste Lamarck, qui est aussi un grand savant à l'époque, qui fait de la zoologie, et il écrit ses propos autour de Lamarck: nous avons beaucoup parlé botanique, quoiqu'il déraisonna passablement, mais sur la botanique il est très intéressant. Donc on voit, il fait vraiment un portrait de tous ces savants qu'il rencontre. Alexandre von Humboldt, nous sommes en 1798, c'était de tous les savants de l'Europe celui que j'avais le plus envie de connaître. Chaque phrase de sa conversation est fort instructive. Et le savant prussien Humboldt, c'est avant son grand départ pour l'Amérique tropicale avec Bonpland, ce fameux voyage 1799-1105 qui va être le voyage de Humboldt et Bonpland, où ils vont récolter plein de plantes, plein d'animaux, un voyage quasiment mythique. Et on voit déjà que quand Candolle vient à Paris, il a envie de rencontrer, ou bien évidemment encore Cuvier, dont il dit à son père: nous avons commencé un cours d'anatomie des animaux de Cuvier. Cuvier parle bien, clairement, posément, c'est d'ailleurs un naturaliste distingué. Alors vous verrez aussi que les dates sont avant, des fois 1798, parce que Candolle, en fait, avant son départ définitif à Paris, fait déjà un prévoyage en 1797 pour voir un petit peu, déjà se former un petit peu à Paris. Donc on voit aussi, alors là, c'est très important, c'est sa première commande. Nous sommes en juillet 1798 et cette première commande pour Candolle va vraiment être décisive pour se faire connaître. Il rapporte à son père, donc il vient d'arriver à Paris, nous sommes en juillet 1798, donc 3 mois après être arrivé. Il écrit à son père: le plus célèbre peintre de fleurs, Redouté, Pierre-Joseph Redouté, a fait les figures des plantes grasses, et ces messieurs, donc les savants de Paris, m'ont confié la fabrication du corps de l'ouvrage. Cet ouvrage sera, s'il réussit, l'un des plus beaux et des plus utiles ouvrages de botanique. À lui seul, il doit me faire une réputation si je travaille avec soin. Ce n'est pas là le seul avantage que j'en retire, c'est qu'il m'ouvre l'entrée de tout. Et c'est très important parce que c'est l'histoire des plantes grasses, donc c'est une monographie autour des succulentes, des cactus, des euphorbiacées, des plantes succulentes. On lui demande de faire les textes. On voit ce jeune savant genevois à 20 ans, extrêmement enthousiaste, et Lamarck, Desfontaines lui demande: faites-nous les planches, et vous vous associez avec le grand peintre Joseph Redouté, Pierre-Joseph Redouté, que je ne présente pas, qui est le grand peintre du muséum, qui est surnommé à l'époque le Raphaël des fleurs, qui est à l'origine donc de peintures sur vélin que Paris a toujours, et qui est donc très connu. Donc c'est la chance. Et cette phrase, elle est très intéressante parce qu'on voit que Candolle a parfaitement compris le sens. On lui donne du travail, on lui donne cette commande, et il sait que si cet ouvrage marche, c'est la chance de sa vie. Et cet ouvrage va extrêmement bien se vendre, et à 20 ans, va lui faire une réputation et va vraiment marquer sa carrière. Donc on voit un homme aussi qui a vraiment saisi les opportunités dans sa vie pour monter.
Et la suite serait très belle si tout allait bien. Et le charme de la vie de Candolle, c'est qu'en fait, c'est une vie aussi avec plein d'échecs. Notamment la question de l'académie. À l'époque, beaucoup de savants étaient membres de l'Académie des sciences qui leur permettait d'avoir une bourse pour vivre, pour bien vivre, pour être reconnus socialement. Et par 3 fois à Paris, Candolle postule à l'Académie des sciences pour être membre à la mort. Vous savez, c'est comme l'Académie française, dès qu'il y en avait un qui décédait, il était remplacé, le siège était vacant. Et par trois fois, il est écarté de l'Institut. Il écrit le 1er novembre 1808 à son père: tous les rêves de gloire littéraire que j'avais pu former se sont écroulés. Et c'est quelque chose qui va vraiment profondément marquer Augustin Pyramus de Candolle, parce qu'il va se sentir rejeté à cause de son origine, parce qu'il n'est pas du sérail parisien. Tous ces savants avec qui il se lie, il a l'air de bien s'entendre, mais en fait certains vont lui faire un sale coup, dont Lamarck qui va voter contre lui. Et c'est très intéressant de voir sa position par rapport à Lamarck avec qui il collabore. D'ailleurs, il va faire la 3e édition de la flore française, donc l'inventaire de toutes les plantes existant en France. Et en fait, Lamarck, avec qui on le voit dans sa correspondance boire des bières au retour de la campagne d'Italie, quand Napoléon montre les trophées de la campagne d'Italie à Paris, il rapporte à ses parents qu'il a bu plein de bières avec Lamarck, c'est vraiment un copain. Et en fait, il va se distinguer parce que Lamarck va voter, il va le savoir, contre lui à l'élection à l'Académie, et donc il va vraiment s'écarter, alors que des amis comme par exemple Cuvier, il va rester très proche de Cuvier parce que Cuvier va toujours le soutenir. Mais quoi qu'il en soit, il est très embêté, il est refusé à l'Académie des sciences, donc vous voyez ici la vue, et on lui dit tout simplement: écoutez, monsieur de Candolle, il n'y a pas 36 solutions, on vous propose un poste à Montpellier, donc comme professeur de botanique et comme directeur du jardin des plantes. Et c'est vraiment intéressant cette question montpelliéraine, parce que il va en fait être très embêté. Il va d'abord refuser parce qu'il se dit: on veut m'évacuer en province. Et il va finir par accepter cette position à Montpellier, en maugréant au début, en disant je me retrouve avec ces paresseux de méridionaux. On le voit pester. Et des années plus tard, dans ses mémoires et souvenirs, il va revenir d'ailleurs sur cette étape fondamentale de sa carrière, de partir en province. Et justement, ça va être la chance de sa vie, parce que c'est à Montpellier qu'il va pouvoir faire cette œuvre théorique, faire cette œuvre, ce travail fondamental autour des fondements de la botanique. Et il le dit: on ne peut, à propos de la vie parisienne pour un grand savant, pour un savant, des propos très intéressants historiquement, on ne peut nier que la vie de Paris n'offre une foule d'occasions d'instruction et d'encouragement à l'étude. On est trop facilement entraîné à s'occuper d'objets très divers pour pouvoir suivre sa propre impulsion. On y est trop excité à lire des mémoires dans les sociétés savantes. On y est trop entouré du gens qui vous sollicitent pour ne pas se laisser entraîner à la fièvre des places. On y vise davantage à faire des travaux qui ne se prêtent pas pas le flanc à la critique que ceux qui tendent à embrasser les questions vraiment ardues de la science. Et c'est intéressant parce qu'il va se rendre compte que finalement ce départ à Montpellier, c'est la chance quelque part pour lui, où il va justement pouvoir, dans la quiétude de Montpellier-Rennes, se consacrer à cette réflexion en profondeur autour de la botanique. Et on le voit d'ailleurs, il arrive en avril 1808, rapidement il est très occupé, il écrit à son père, même si au début il maugrait contre ses paresseux méridionaux, il écrit: je suis très occupé de ma place, tous les jours je fais une leçon, tous les jeudis une herbosation, ajoutez à cela la direction du jardin qui est une occupation de tous les instants. On le voit avec les herborisations, on voit d'ailleurs cette passion pour l'enseignement qui va traverser d'ailleurs après toute la vie de Candolle, un Candolle didacticien en matière d'enseignement de la botanique. On voit il relate dans ses mémoires à souvenirs, je vous ai mis l'extrait là, c'est 200 à 300 étudiants, il part avec dès 5 heures du matin, et il rapporte: je n'ai jamais connu de fatigue comparable à celle de ces journées où, indépendamment de la marche pendant 12 ou 15 heures exposé au soleil ardent du Languedoc, il fallait répondre toute la journée à des questions 100 fois répétées. Et autour de ça, on le voit aussi comme directeur donc du jardin. On le voit d'ailleurs qu'il va agrandir ce jardin de Montpellier, sachant que à Montpellier, il va vraiment en faire un
un jardin reconnu pour l'époque. Et d'ailleurs, sachez qu'il y a un quartier Candolle à Montpellier, il y a une rue Candolle. Ici, vous voyez des illustrations de ce jardin. Et il le dit, j'ose le dire, j'en ai fait, je l'ai mis au rang des premiers jardins de l'Europe. Et d'un autre côté, il va aussi faire plusieurs voyages pendant cette période en France, dans l'Empire. En fait, pour vous dire, à la sortie de Paris, c'est déjà un personnage qui est connu et on le mandate pour faire une statistique des ressources végétales de l'Empire. Il est mandaté par le ministre de l'Intérieur. Il fait 6 voyages pour recenser les ressources végétales de l'Empire. Et un voyage est particulièrement très connu, c'est la première grande traversée des Pyrénées qu'il fait en 1807. C'est le premier à avoir fait de Collioure à Saint-Jean-de-Luz. D'ailleurs, il y a une équipe de Pau qui a refait ce parcours en 2007, qui a célébré les 200 ans de ce voyage, qui est considéré dans le sud-ouest comme la première grande exploration des Pyrénées. Et ces voyages sont importants parce que ils vont aussi lui donner plusieurs idées autour aussi de la géographie botanique qu'il va fonder. Montpellier, c'est là où il fait paraître, donc je vous ai parlé, donc ce livre fondamental, sa théorie élémentaire de la botanique, c'était l'ouvrage auquel écrit-il, j'ai mis le plus d'importance de toute ma vie, il y a plus de 15 ans que je le méditais. Donc c'est un traité théorique et dans cet ouvrage, c'est intéressant, il fonde en particulier le mot taxonomie qui veut dire qu'il est la science des classifications. Nous allons un petit peu revenir autour de cet ouvrage où il revient justement sur la botanique en tant que science et fonde plusieurs termes nouveaux dont le mot taxonomie. Et à la fois nouvel échec, il rêve d'être recteur à Montpellier et malheureusement il est recalé en 1813 à cause de son origine protestante. Il écrit à son père, nous sommes le 6 avril 1813, je suis protestant et c'est là mon crime. Et c'est bien dommage parce qu'il dit justement, ça aurait été l'espoir d'être un jour conseiller de l'université, le moyen pour l'avenir d'être protecteur de mes fils, parce que Alphonse, qui vient de naître, en fait, aurait pu éviter d'être engagé dans les troupes napoléoniennes, donc cette position lui permettait d'être protégé. Et Candolle écrit à son père aussi, pour le présent, l'agrément de n'avoir personne ici au-dessus de moi, mais je suis protestant et c'est là mon crime. Donc nouvel échec qui va de nouveau marquer Candolle en se disant je suis recalé à cause de mon origine protestante et ça va vraiment être extrêmement douloureux. On le voit dans ses écrits, dans sa correspondance, vraiment quelque chose qui va vraiment prendre de manière extrêmement dure. Parce qu'à cause d'une origine qu'il n'a pas choisie, il est recalé, de nouveau, comme il l'était à Paris. Alors, l'histoire se précipite, il est Montpellier, durant les 100 jours, il est quand même nommé recteur à Montpellier, mais il est considéré comme un fonctionnaire nommé sous Napoléon, et il y a une véritable épuration qui se fait à la chute de Waterloo, à la chute de Napoléon. Tous les fonctionnaires sont persécutés, notamment les fonctionnaires étrangers nommés sous Napoléon, et c'est le 4 janvier 1816, donc il doit fuir et il retourne à Genève. Alors il faut savoir que ce retour à Genève, il va le négocier pendant 2 ans avec son père, parce qu'à l'époque, quand le Conseil d'État, donc Genève, décembre 1813, redevient indépendante, départ donc des Français, et pendant 2 ans, de 13 à 1815, Candolle va négocier via son père qui est de retour, qui est un personnage donc politique, qui est avec le Conseil d'État à l'époque, son poste, parce que ce qu'on lui offre pour son retour à Genève, c'est des clopinettes au niveau salaire, et il est très embêté. Donc il y a quand même un souci pécunier chez Augustin Pyramus pour faire vivre un peu sa famille, et il va donc négocier pendant 2 ans son salaire de retour à Genève pour finalement un retour en 1816, un retour à Genève, où là on lui offre le tapis rouge. Là vous voyez donc là c'est très bel portrait, donc l'arrivée des Suisses dans le canton de Genève, le débarquement du Port-Noir, 1er juin 1814. Il revient à Genève, d'ailleurs on le regrette, alors lui il est très content d'être rentré, il écrit d'ailleurs à son père: je suis si las d'être dans cette condition mixte entre celle d'un étranger et d'un national, je suis si désheureux enfin de me retrouver dans ma famille que je préfère
volontairement abandonné ma place donc à Montpellier pour prendre cette place de Genève où il est un peu moins bien payé, mais il est de retour au Bercail. Et évidemment les amis français vont le regretter. Très belle phrase de l'académicien des belles lettres d'Euro de la Malle qui lui écrit « Adieu opiniâtre Genevois, tous ceux qui vous aiment maudissent votre patriotisme hein. ». Donc voilà, très bel échange. Alors à Genève, vous voyez ici la maison des Candolle. Il retourne, donc il fait acheter cette maison justement par son père qui est aujourd'hui à la Cour Saint-Pierre, hein, dans laquelle je vous ai montré donc les photos où il y avait l'herbier et la bibliothèque des Candolle. Il revient, et l'anecdote est rigolote, il a 40 petits chars de roulage avec son herbier qu'il met donc dans ce bâtiment et il écrit donc dans la journée tout fut casé à sa place. Donc on le voit de retour, on le voit à l'origine donc du jardin botanique. Je rappelle juste que l'année sans été, hein, l'année de Frankenstein, c'est lié à l'exposition du volcan Tamboran en avril 1815 qui va causer une immense disette donc en Europe, hein, en 1816, donc c'est l'année dite sans été à cause de cette explosion du volcan. Les nuages de cendres donc, vont diminuer la température dans toute l'Europe. C'est la disette qui est partout, donc c'est l'année Frankenstein. Et en fait le jardin botanique des Bastions, à l'époque c'était une promenade des Bastions. On va en profiter pour en faire un champ de patates d'abord justement. Donc le Conseil d'État, et ça c'est intéressant, dit attention, on va faire un jardin botanique mais on ne va pas trop diffuser la nouvelle à Genève. On va d'abord faire un champ de patates pour après le transformer en jardin botanique parce qu'on a peur des émeutes populaires. Alors si on annonce au peuple qu'on va couper les arbres et on va faire un jardin botanique, il va y avoir des émeutes populaires parce que les gens crèvent de faim à Genève. Il y a vraiment une disette. Alors le Conseil d'État fait un article de loi en disant nous allons faire d'abord un champ de patates, on coupe les arbres et on fait ce champ de patates et pour nourrir et qui va être transformé après en jardin botanique dès novembre 1817. On récolte les pommes de terre en octobre 1817 et on fait, et là vous voyez à votre droite plusieurs daguerreotypes donc de Jean-Gabriel Hénard qui a fait donc, du jardin, puisque Hénard fait aussi construire sa maison. Et Hénard, ce qui est assez intéressant comme témoignage, c'est qu'il faisait donc ces daguerreotypes d'images de ce jardin botanique des Bastions. Donc à droite, ici en bas, vous voyez donc des plates-bandes, les plates-bandes de ce jardin botanique. Et on le voit donc Candolle autour de la fondation, ils font de l'orangerie et aussi le conservatoire botanique en 1824 sur les plans du général Dufour. Ici, vous voyez le bâtiment du conservatoire botanique à côté de la rue de la Croix-Rouge qui a été détruit. Et dans ce conservatoire botanique, eh bien, il y a des collections végétales, il y a les premières collections végétales, le premier herbier du conservatoire, et il y a aussi une école de dessin de fleurs. Et on le voit donc développer ce jardin, notamment la question aussi agricole, et on le voit dans ce jardin botanique. Candolle accorde une grande importance à tout ce qui est l'agriculture, hein, l'arboriculture, parce que pour lui, pour Candolle, il faut que la botanique et l'agriculture doivent être reliées. Donc il y a toujours aussi ce souci pratique, ce souci utilitaire que les découvertes en botanique doivent être utiles pour l'agriculture. Il écrit cette très belle phrase: la botanique et l'agriculture sont deux provinces d'un même état qui sont séparées par une large rivière, laissant d'un côté la théorie, de l'autre côté la pratique. Il devrait y avoir une foule de ponts pour passer d'un côté à l'autre. Et regardez ces images du jardin botanique. À droite, vous avez encore un daguerreotype dans les années 60 du jardin fait par Hénard. Vous voyez une collection fruitière, et à gauche une gravure. Vous voyez donc des collections d'arbres fruitiers à votre droite et des collections de vignes. Et il y avait donc 300 variétés de vignes, 400 variétés d'arbres fruitiers, très riches, donc ce jardin. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez peut-être entendu que notre magistrat en charge de la culture aimerait remettre une vigne à cet endroit au Calabri, hein, puisque c'est le Calabri à droite aujourd'hui qui est couvert par une pelouse où il y a la fête de la musique, aimerait remettre une vigne au cœur de Genève, à l'endroit où il y avait de la vigne au jardin des Bastions. Donc voilà pour la petite anecdote, puisque à partir de 1870,
tout va être enlevé. On va dire les vignes ne servent plus à rien, on va toutes les enlever. Et voilà. Alors donc on voit là Augustin Pyramus à la tête donc, du jardin botanique. On voit aussi l'inclusion à partir des années 1825 de son fils Alphonse, qui va reprendre. Donc il va y avoir une espèce de co-direction de ce jardin botanique. Donc vous voyez ici l'orangerie avec l'école de botanique devant, donc l'orangerie construite sur les plans du général Dufour, aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, remplacée par le mur des réformateurs. On le voit, et là c'est encore intéressant, ce personnage, ce savant citoyen qui joue donc un rôle au niveau de la vie politique, sociale, culturelle de Genève, à l'origine de plusieurs institutions majeures genevoises, la société de lecture qu'il fonde en 1818, ainsi que le musée académique. Le musée académique est à l'origine donc des collections zoologiques et ethnographiques, qui est l'ancêtre du Muséum d'histoire naturelle ainsi que le musée ethnologique de Le Meg de Genève. Il est à l'origine aussi de la fondation de la classe d'agriculture de la Société des Arts. Ici vous voyez le palais de l'Athénée, Société des Arts qui avait été fondée donc, par Horace Benix-Saussure, et Candolle crée la classe d'agriculture, donc montrant encore son intérêt pour développer cette agriculture, pour les conséquences pratiques de la botanique. Et puis il est à l'origine, il est dans une commission qui participe à la fondation du musée Rath en 1824, et aussi il organise des souscriptions populaires pour construire des ponts de fil de fer, parce que à l'origine Genève, donc à cette époque, n'a plus besoin d'être défendue, mais il reste toujours les murailles, les fossés qui, je vous rappelle, ne seront comblés qu'avec milieu 19e avec Fazy, avec les grands boulevards aujourd'hui qu'on connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, les gens doivent circuler, et Candolle organise des souscriptions autour de ces ponts. Il y en a quelques-uns de ces ponts pour que les gens puissent sortir de la ville, se déplacer, sortir des murailles genevoises. Et on le voit aussi impliqué dans la vie politique fédérale, notamment la discussion autour du pacte fédéral. Très belle phrase, l'idée de voir Genève soumise à des cantons parlant allemand et différents d'elle par les mœurs, les lois, les habitudes m'a paru une monstruosité. J'ai toujours désiré de voir Genève suisse, mais en supposant que la Suisse restait une confédération, chaque canton gardait ses lois et ses mœurs. Donc une image très moderne. Donc on voit vraiment ce savant citoyen que j'aime un peu à comparer un peu à un pasteur très aimé du peuple, qui se fait vraiment une aura à Genève. Et quand il meurt, le 9 septembre 1841, c'est une véritable procession qui suit ses funérailles. En fait, j'ai mon aïeul, le grand-père de mon propre grand-père, a connu Candolle parce qu'il était, donc il a fait une formation en théologie, il était professeur à l'académie de théologie, et il a suivi les cours de botanique. Et il a laissé, donc, que nous avons dans la famille, des manuscrits inédits autour de cette vie genevoise au 19e, et il rapporte, nous sommes dans ces pages de son journal, le 12 septembre 1841, 3 jours après la mort d'Augustin Pyramus, il écrit: Monsieur de Candolle est mort, chargé de gloire et d'honneur, nommé sans contestation le premier botaniste de l'Europe, et pourtant il est mort, le cœur ulcéré, le désespoir dans l'âme, car il lui fallait encore 12 ans, disait-il, pour achever son immense prodromus, et ces 12 ans, Dieu les lui a pas donnés. C'est un malheur pour Genève, dont il était en ce moment la première et la plus grande gloire. Et d'ailleurs ici, vous voyez en haut la tombe de Candolle au cimetière des Rois. Prodrome, mon aïeul parle de ce prodrome. Ce prodrome, donc on va y revenir, c'est donc une des grandes entreprises de Candolle qui va être continuée par ses descendants. C'est un inventaire de tout le monde végétal connu à l'époque. C'est un inventaire qui va résulter en tous ces volumes que vous voyez, en 17 volumes. Et je vais y revenir. Maintenant, j'aimerais juste aborder, pour terminer un peu ma conférence, les grandes caractéristiques de l'œuvre candolienne. C'est vrai que j'ai passé un peu du temps sur la vie parce qu'elle est quand même charmante à raconter. D'abord, je vous ai parlé en grande ligne, donc les concepts théoriques fondant la botanique en tant que science. Rappelez-vous l'épisode avec Horace Benix-Saussure. Donc je vous ai dit que c'est très important dans l'œuvre candolienne, donc de développer des concepts théoriques. Et d'ailleurs qui vont être repris. Candolle l'écrit: une collection de faits isolés sans liaison ne forme point une science et ne mérite ce nom que lorsque les faits, ou du moins la plupart d'entre eux, commencent à être liés par des raisonnements. Et donc toujours cette idée de pouvoir lier, de pouvoir faire des théories autour des faits et de cesser à ce que la botanique soit juste une collection de faits, mais qu'elle puisse être réunie par une théorie qui englobe et qui permette une prédictabilité. Donc toujours comme les autres sciences, physique, astronomie. Donc cette idée traverse l'œuvre candoléenne.
Et c'est pour ça qu'on voit plusieurs choses importantes au niveau de cette œuvre, au niveau théorique. La création, je vous l'ai dit, du mot taxonomie pour sciences des classifications. Alors, les linguistes aujourd'hui parlent de taxinomie. En fait, c'est intéressant, il y a plusieurs articles qui sont sortis au sujet, taxinomie et taxinomie. En fait, comme on le relève, Candolle fait une erreur. Quand il crée le mot taxonomie, donc pour sciences des classifications, en fait, il aurait dû créer taxinomie. Donc en fait, il y a une erreur de base. Alors voilà, alors aujourd'hui, les puristes disent taxinomie, mais en fait, Candolle et les scientifiques disent taxonomie. Donc voilà pour la petite anecdote. Il participe, et là je dirais 2 mots sans développer, tellement le domaine est vaste, il participe à cette idée d'une classification naturelle des végétaux, c'est-à-dire une classification qui ne soit plus basée sur un seul caractère seulement. C'est très important de comprendre que Linné, Carl von Linné, le grand naturaliste suédois, amène 2 révolutions en matière botanique. D'une part, il popularise le nom binomial, c'est-à-dire le nom de genre et espèce, Bellis perennis pour pâquerette. Avant Linné, on faisait des polynômes latins. Et Linné propose d'utiliser le double nom, le binôme, pour simplifier les noms. Alors, sachez que cette révolution aujourd'hui communément admise, on utilise les noms latins partout, en zoologie comme en botanique, elle a eu du mal à s'instaurer, notamment en France, où elle a mis plus de temps à être utilisée, alors que dans les pays pragmatiques anglo-saxons, par exemple, cette réforme linnéenne va être tout de suite adoptée. Et par rapport à l'idée, donc deuxième chose de Linné, c'est que Linné propose une classification du monde végétal basée sur la sexualité des plantes par rapport au nombre d'étamines et à la position du pistil. Et il faut savoir que cette classification, elle a un immense succès parce que n'importe quel quidam qui sait le latin avec un ouvrage de Linné peut reconnaître le nom d'une plante grâce, en comptant les étamines, le pistil avec la position, peut savoir. Et sachez d'ailleurs que Jean-Jacques Rousseau va populariser cette méthode linnéenne, va être fasciné. Rousseau est celui qui popularise la botanique de Linné. Mais la plupart des savants vont rétorquer à Linné, Monsieur du Linné, tout ça c'est bien joli, mais vous organisez le monde selon ce système et vous mettez côte à côte des organismes qui n'ont rien à voir uniquement à cause du nombre d'étamines, de la sexualité des plantes. Et c'est cette idée qui va traverser la seconde moitié des Lumières, cette idée de faire une classification naturelle des plantes, c'est-à-dire que les agencer selon un maximum de caractères, de critères, notamment que ce soit de l'anatomie interne ou externe. Et Candolle, en fait, participe à ce mouvement. On voit aussi là les grands savants comme Jussieu, Adancion, qui participent à ce mouvement. Par exemple, les familles végétales que l'on apprend à l'école primaire, Plantaginacées, Liliacées, etc., sont issues des familles naturelles de Jussieu. C'est Jussieu qui forme ces familles naturelles. Aujourd'hui, certaines ont explosé avec la nouvelle classification, mais la plupart sont solides. Et voilà, donc en botanique, elles restent quand même très importantes. Et ce qui est intéressant par rapport aussi à Candolle, c'est que Candolle développe une vision qu'il reprend à Goethe autour de l'archétype goethien. Donc, c'est-à-dire l'idée Goethe avait développé donc, dans ses écrits, puisque Goethe est non seulement un poète, mais c'est aussi un botaniste, cet archétype goethien, cette plante originelle, hypothétique à laquelle se rattachent toutes les formes observées de végétaux. Vous voyez ici, très belle gravure faite par Turpin autour de cet archétype. Cette idée que pour Candolle, chaque famille végétale, toute famille végétale de plantes a à sa base un plan d'arrangement symétrique et la diversité observée au sein de chaque famille, elle est liée en fait à la transformation, la soudure des organes et l'avortement. C'est-à-dire qu'on a un plan original, un plan symétrique original qu'il s'agit de retrouver pour chaque famille, après on peut les comparer. Donc c'est une idée qu'il reprend de Goethe, et il faut savoir que cette idée de cette unité type à retrouver, elle traverse aussi l'histoire naturelle, parce que Houille fonde la cristallographie, l'idée d'une unité type du cristal à partir de laquelle on peut reconstituer toutes les formes de cristal existants, et on le voit aussi en matière de zoologie avec la querelle qui est restée célèbre en histoire des sciences, Geoffroy, Saint-Hilaire, Cuvier, qui débattent est-ce qu'il y a une unité type à l'origine du monde animal. Pour Geoffroy, il n'y en a qu'une, alors que pour Cuvier, il y en a 5. Donc on voit que cette idée de cette unité type, c'est quelque chose où les savants réfléchissent dessus, et Candolle participe à sa manière pour la botanique autour de cette idée, je ne vous cache pas, qui est assez complexe,
mais qui est vraiment importante dans son œuvre. Et il faut voir aussi une autre chose, c'est qu'il n'y a pas de vision évolutive. En fait, pour Candolle, il s'agit, quand on voit une famille, puisque Jussieu, dès les années 1770-1780, a formé ces familles végétales, hein, il a bien compté qu'il y a la famille des Juglandacées, des Liliacées, des Lamiacées, des Liliacées, etc., sont bien organisées. Et pour Candolle, il faut que le botaniste essaye de retrouver la structure justement type de chacune des familles pour après les comparer. Donc il faut faire un travail, est-ce que deux organes ont fusionné? Enfin voilà, c'est une idée très hypothétique, mais il n'y a pas d'idée évolutive. Hein. Candolle va rester fixiste, c'est-à-dire il ne croit pas à l'évolution des espèces. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'est très important, Darwin n'est pas encore là, Darwin sera des années plus tard, et qu'à l'époque, la seule théorie évolutive qu'on propose à Candolle, c'est celle de Lamarck, c'est le transformisme lamarckien. L'histoire des coups des girafes, hein, le cou des girafes s'allonge de leur vivant pour manger des feuilles plus hautes, et ce transformisme lamarckien, Candolle le trouve complètement ridicule, et il dit, si c'était ça, alors les hommes ont un nez pour qu'ils se mouchent, les fourmiliers ont une langue pour attraper les fourmis, et il trouve que ça ne tient pas debout, donc il la réfute, d'autant plus que Lamarck n'est plus devenu son ami. Hein. Donc ce que fait par rapport à ces considérations que Candolle aborde dans son œuvre La théorie élémentaire, en fait Candolle n'entre pas en matière, parce qu'il justement il dit, moi je ne veux pas entrer dans cette idée peut-être qu'il y a une évolution des espèces, je n'entre pas en matière, et donc voilà, par rapport à ça. Autre chose, donc par rapport à la caractéristique de l'eucandéenne, c'est donc l'étude et recension des végétaux existants, hein, donc plusieurs travaux monographiques autour de groupes de végétaux, comme l'histoire des plantes grasses dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis le fameux prodrome, ce prodromus qui vise à énumérer toutes les espèces végétales existantes et les données associées en lien avec des spécimens d'herbier. Spécimens d'herbier, donc c'est l'herbier du prodrome aujourd'hui qui est un herbier séparé qui est conservé dans les travaux du conservatoire et jardin botanique, vous voyez la photo en bas à droite, et puis qui est lié avec cet ouvrage où chaque taxon est décrit en latin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui les spécialistes en botanique estiment que dans cette œuvre qui traverse le 19e, hein, puisqu'elle se termine en 1873, puisqu'elle est continuée par les descendants d'Augustin Pyramus, il y a environ 20% du monde végétal connu au 19e siècle qui est décrit par les Candolle. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de noms de plantes avec l'acronyme DC ou ADC, c'est-à-dire la création de nouvelles espèces. Donc c'est un travail extrêmement important aujourd'hui pour tout chercheur en matière de taxonomie botanique, soit pour décrire de nouvelles espèces, soit pour refaire des classifications, d'aller se pencher sur cette œuvre. Et d'ailleurs, ce prodrome qui traverse la vie de Candolle, on le voit à son retour de Genève, hein, il le dit, on voit d'ailleurs qu'il est désespéré de ne pas pouvoir terminer cette œuvre. Hein. Il l'écrit, si j'avais su en 1821 le point réel où était la science, je n'aurais probablement pas entrepris le prodrome, tout en sachant qu'il y avait eu de grandes additions au nombre des plantes, j'étais loin de me douter de leur immensité. Parce qu'il faut savoir, donc le prodrome, les Candolle, puisqu'après Alphonse de Candolle prend le relais, ils ne sont pas seuls, ils ont plein de collecteurs qui leur envoient des plantes, il y a aussi des rédacteurs qui font des familles, certains groupes de plantes. Et ce qui est intéressant, en particulier pour Augustin Pyramus, c'est qu'Augustin Pyramus rêve de laisser cette œuvre colossale, et en fait, quand mon aïeul Bingener dit justement que Candolle se désespère, il lui manquait 12 ans pour faire cette œuvre à la fin de sa vie, on voit une figure romantique désespérée de ne pouvoir achever cette œuvre. Et ça transparaît dans ses mémoires et souvenirs, on le voit. Candolle n'a pas une très bonne santé, hein. Il est atteint de la goutte, il meurt à 63 ans, c'est quand même quelqu'un qui mange bien, qui aime bien manger, hein, qui n'a pas une santé, certainement une alimentation très très saine, et on le voit dès les années 1830, 10 ans avant sa mort, dès les années 25-30, on le voit vraiment affecté par ces gouttes, ces maux, cette souffrance qu'il a, et ce désespoir de ne pas pouvoir terminer cette œuvre ultime auquel il rêve. Et il y a des pages magnifiques dans les mémoires et souvenirs, dans l'autobiographie. Alors vous voyez ici l'œuvre du Prodrome qui va être continuée par ses descendants, Alphonse de Candolle, Casimir, Augustin, et aujourd'hui il y a 7 volumes d'Augustin Pyramus et 13 volumes ajoutés par Alphonse et Casimir, avec évidemment un herbier associé.
Autre chose très intéressante, c'est la fondation de la géographie botanique, c'est-à-dire l'étude de la répartition des végétaux sur Terre. Alors, c'était une discipline qui avait été évidemment déjà initiée un peu par Linné. Linné avait bien vu qu'il y avait différents groupes selon les montagnes, selon les mers, etc. Mais on peut dire que cette discipline est vraiment fondée par deux hommes, Alexandre von Humboldt et Augustin Pyramus de Candolle, en particulier Candolle qui invente donc des qualificatifs, qui donne naissance à des qualificatifs très importants. Le mot endémique, il reprend d'ailleurs du jargon médical. Endémique, c'est-à-dire lié à une région donnée, c'est quelque chose qui est couramment utilisé aujourd'hui pour décrire des espèces endémiques à une région donnée ou non. Donc c'est Candolle qui fonde le terme. Candolle fait aussi une distinction majeure, et tout ça il le fait donc dans sa théorie élémentaire, entre station et habitation, c'est-à-dire de distinguer entre le milieu écologique et la zone géographique de la plante. Et des années plus tard, cette distinction va donner naissance au début 20e à la science qu'est l'écologie. Donc il y a ça. Et enfin, une autre chose qui est aussi importante, c'est la description de la convergence morphologique. Une même forme structure peut être observée chez des espèces très différentes de croissance en des points de la Terre. C'est-à-dire que c'est intéressant, ici vous avez deux exemples, les euphorbes et les cactus, qui ont, voyez, les mêmes formes, mais qui sont deux familles complètement différentes. Et Candolle vraiment décrit le phénomène, aujourd'hui bien connu, entre des groupes très différents, mais qui ont les cactus sont complètement du Nouveau Monde, les cactacées c'est du monde, alors que les euphorbacées sont surtout en Afrique, sont principalement en Afrique. Donc cette idée de convergence morphologique. Et enfin, dernier point très très important, et là nous retrouvons Darwin, c'est dans son essai qu'il fait donc de géographie botanique, de décrire la compétition interspécifique qu'on peut observer donc dans une prairie. Vous voyez ici une image d'une prairie, et cet état de guerre pour décrire. Et Candolle, elle est remarquable cette citation, moi je la trouve très belle. Il écrit: toutes les plantes sont douées de moyens de reproduction et de nutrition plus ou moins efficaces. Les premières qui s'établissent par hasard dans une localité donnée tentent par cela qu'elles occupent l'espace en excluant les autres espèces. Les plus grandes étouffent les plus petites, les plus vivaces remplacent celles dont la durée est plus courte, les plus fécondes s'emparent graduellement de l'espace. Pour donc expliquer la distribution géographique des végétaux sur Terre. Et d'ailleurs j'en profite pour faire une exemple, parce que Jacques Berchtold m'a signalé de manière extrêmement fine que, à la différence d'un Jean-Jacques Rousseau qui voyait l'harmonie d'une prairie où toutes les plantes s'entendent, en fait Candolle parle d'état de guerre. Et cet état de guerre, Darwin, qui est donc évidemment plus jeune que Candolle, va lire les écrits de Candolle, d'Augustin Pyramus, notamment cet état de guerre, et Darwin va être fasciné par ce terme et va le reprendre au cœur de sa sélection naturelle. Et il le dit donc dans son Origine des espèces: la lutte pour l'existence de Candolle, Linné et Lyell ont démontré que tous les êtres organisés ont à soutenir une véritable concurrence. Donc d'un constat que fait Candolle est fixiste, de cet état de guerre, Darwin va reprendre ce mot compétition, cet état de guerre, pour le mettre au cœur de sa sélection naturelle. Enfin, dernière chose, plusieurs choses, donc, et je n'aborde pas le sujet tellement il est vaste, c'est toute la question expérimentale que Candolle se livre avec cette fameuse physique des plantes, cette physiologie végétale. En 1830, il écrit dans son Histoire de la botanique genevoise, il dit: jamais je me serais occupé de ce sujet autour donc de la compréhension à quoi servent les racines, les feuilles, les tiges, comment se fait la floraison, si je n'avais pas été un héritier de mes devanciers. Nous sommes tous héritiers intellectuels de nos devanciers, puisque je vous ai dit tout à l'heure que Genève était vraiment leader au XVIIIe siècle dans ce domaine, avec des Charles Bonnet ou des Janssen autour de cette physiologie végétale. Et ce qui est intéressant, c'est que en particulier dans ces années parisiennes, Candolle montre de manière absolument remarquable, il fait une démonstration brillante à l'Académie des sciences, il va être vraiment connu pour ça, que c'est la lumière à l'origine du sommeil des fleurs. Vous savez, les fleurs ont cette capacité la nuit de fermer les pétales ou d'ouvrir, et à l'époque on pensait que c'était la chaleur qui développait ce mécanisme. Et en fait Candolle, passionné, fait des expérimentations, il est tout jeune, et dans une cave à Paris avec de la lumière artificielle, et il montre par une série brillante expérimentale que c'est la lumière à l'origine de ce sommeil des fleurs. Et cette découverte
a une valeur, a quelque chose de retentissant à Paris, il la présente. Donc voilà, il fait aussi donc, des études d'anatomie végétale, donc on voit tout un champ, d'ailleurs qui a été retracé dans l'exposition aussi dans le livre, un champ de cette partie de la botanique par rapport à ça, et puis une importance aussi, comme je vous l'ai dit, agricole, l'assolement, la rotation des études horticoles. Notamment dans l'assolement, et c'est très intéressant, il va être connu pour ça parce que c'est le premier à mettre autour de l'assolement, de la rotation culturelle, une théorie physiologique. Je m'explique, on connaissait depuis longtemps que la rotation culturelle était très importante. On ne met par exemple pas des aubergines avec des patates l'un à côté de l'autre parce qu'on sait que ça va se détruire, que les plantes, l'idée c'est de mettre des groupes très différents. Et Candolle, pour expliquer ce phénomène de rotation culturelle qui était connu depuis la nuit des temps par les agriculteurs, explique que c'est que les plantes analogues d'une même famille sécrètent des exudats qui les détruisent. Et il met donc au cœur de cette relation une explication physiologique. Et d'ailleurs, pour toute son œuvre en physiologie, il va recevoir une médaille de la Royal Society de Londres, justement, couronnant son œuvre, toute cette importance, son œuvre expérimentale. Une œuvre, en fait, qu'il faut savoir qu'il va faire au début, mais qu'il va laisser quand il est à Genève pour se consacrer à son prodrome. Enfin voilà, donc la dernière vision autour des jardins botaniques, très belle phrase, très belle tableau de Candolle posant devant son jardin botanique et une très belle définition qu'il donne. Les jardins botaniques peuvent être rangés sous 3 grandes classes, ceux qui sont destinés à l'enseignement de la botanique, ceux qui sont destinés à l'avancement de la botanique et très belle phrase, en un mot, on fait d'un jardin une espèce de livre vivant que chacun consulte avec fruit. Donc il formalise dans l'encyclopédie autour donc du mot jardin, le dictionnaire des sciences naturelles, on lui demande de faire l'article et il sort donc cette très belle phrase autour des différents rôles du jardin botanique. Donc on voit aussi qu'il participe à la construction du jardin botanique. Dans sa définition, il réfléchit en fait sur le sens que peut avoir un jardin botanique, l'utilité. Aujourd'hui, valeur très moderne, aujourd'hui, donc on est toujours dans cette dimension. Alors j'aimerais juste finir par rapport à l'ouvrage qu'on a sorti, que vous trouvez donc aujourd'hui, bon, il est pratiquement épuisé, mais il est très bien parti. L'idée, ça a été de faire quelque chose très riche au niveau iconographique, au niveau donc d'un texte explicatif, d'une citation, et puis de mettre tout ça en valeur pour les liens dictatifs, pour essayer de survoler à la fois la vie et l'œuvre de Candolle, qui vous l'avez vu est quand même relativement complexe. Moi j'ai essayé de faire quelque chose qui quand même pas trop compliqué, mais qui vraiment survolait les différentes zones de cette vie, et puis autour aussi une petite partie consacrée au jardin botanique des Bastions, qui a été fait donc par mon collègue Pierre Maty, autour des 50 premières années du jardin botanique des Bastions, puisque il faut savoir qu'à partir de 1850, Alphonse de Candolle en fait va donner sa démission avec la révolution fasciste, et à partir de là, le jardin botanique des Bastions, dans la seconde moitié 19e, va connaître une période un peu obscure pour être redynamisé au début 20e par des gens comme John Briquet, qui vont, à partir de 1904, faire le déménagement aujourd'hui du jardin botanique à son emplacement actuel. Voilà, et j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à cet ouvrage et vous remercier.